Jesse. Merci beaucoup, Stéphane, d'être là pour le premier épisode de ce podcast de la MRC qui n'a pas de nom encore. On va en trouver encore. Ouais, c'est ça. On brainstorm aujourd'hui. Non, en fait, je veux savoir, premièrement, moi, j'aime ça savoir d'où viennent les gens à la base. Jesse, toi, tu viens d'Amkoui, je pense. Oui, effectivement, je suis native d'ici. Je suis partie à l'extérieur faire mes études, mais je suis revenue très rapidement. Super. Puis toi, Stéphane? Moi aussi, je suis originaire de Matapédia. De Sainte-Florence. Oh. Oui, je suis né à Sainte-Florence. Fait que moi aussi, je suis parti aux études, puis je suis revenu. C'est une drôle de question. C'est comment on appelle les gens de Sainte-Florence? C'est des Florentiens. Florentiens. Ouais. Fier Florentien. Fier Florentien. Ouais. Bon, parfait, merci. Mais merci aussi, Pascal, d'être là. On va le nommer, que tu es là en tant que co-animateur. Puis lui, il vient pas de la Matapédia. Non, je suis un étrange de la Matanie. Oh. Mais ça fait longtemps que je suis dans la Matapédia. Maintenant résident de Saint-Moïse. Fier moïsien. Wow. Ou là où l'on conçoit la neige. Exactement. L'usine à neige est là. C'est commencé. Ouais. Puis j'aimerais ça savoir, en fait, vos postes exactement à la MRC. Toi, Jesse, c'est... Moi, je suis conseillère en développement local et territorial à la MRC de la Matapédia. Puis ça fait bientôt... dans le fond, j'ai fait ma 10e année. Là. Il y a eu un contexte aussi. À l'époque, c'était au CLD. Okay. J'étais agente de développement rural. Ouais. Bon, on a eu des changements de nom au fil du temps. Puis si on considère la fusion du CLD à la MRC en 2016, ben là, ça fait plus de 10 ans là, maintenant que j'occupe le poste que j'ai aujourd'hui. Ah, c'est fun. Puis toi, Stéphane, ton poste? Moi, je suis directeur du service de développement. Fait que je suis le boss à Jesse. Mais ça fait à peu près... ça va faire 3 ans, environ 2-3 ans, là. OK. Ouais. Que t'es pour la MRC? Là. Non, ça fait plus longtemps. Parce que moi aussi, j'étais au CLD avant. OK. Je suis rentré au CLD en 2008. OK. Puis là, ça fait 15 ans que j'étais à la MRC. OK. Ouais. Fait que j'ai fait le même poste que Jesse au départ. Okay. Moi, j'étais agent de développement rural. Après ça, je suis devenu coordonnateur de l'équipe. Puis là, j'ai cheminé. J'ai eu un autre poste éventuellement, coordonnateur de notre planification territoriale d'Agroterritoire. Puis là, quand il y a eu un directeur qui a quitté, j'ai décidé de faire l'intérim. T'as volé la place. J'ai décidé de faire l'intérim, voir si j'allais aimer ça. C'était mon 3e intérim. Je l'avais déjà fait dans le passé. Un court intérim. Ouais, j'avais fait un bon intérim pour voir. Puis je me plais bien là-dedans. Là, fait que voilà. Fait que t'as fait un peu la technique maire de Rimouski. Lui qui était là en intérim. Je me présenterai pas, puis finalement, il y a eu là. Non, pour le dernier intérim, c'était assez clair dans ma tête que je voulais y aller. Tu voulais y aller, OK. Mais j'en avais fait 2 autres avant, puis je me voyais vraiment temporairement là, pour soutenir l'organisation. Mais puis, là, j'étais prêt. Puis pour être agent de développement, est-ce que dans le fond, vous êtes c'est un peu le même genre de travail que vous faites quand même, j'imagine. Là? Donc, mais t'es rendu plus haut dans la chaîne, là, mais Stéphane, mais je veux dire, pour les études, dans quoi vous avez étudié pour ça? Moi, je me lance. En fait, moi, j'ai un bac en loisirs, culture, tourisme, gestion des organisations de Trois-Rivières, de l'UQTR. C'est le bac communément appelé récréologie. OK. Fait que dans le fond, puis j'ai un certificat en ressources humaines avec ça. Fait que dans le fond, c'est mon profil, mais l'équipe là est vraiment hétéroclite. Là, on a des gens qui ont un bagage en travailleur social, en histoire, en éducation. Tu sais, c'est vraiment très, très hétéroclite. Fait que, puis je pense que c'est ce qui fait un peu la force là, de l'équipe, parce qu'on a des compétences puis des connaissances dans plein de domaines, puis selon nos intérêts, on est super complémentaires. Okay. Puis j'ai ma collègue Angélie, qu'on a le même background éducatif, là, fait que c'est vraiment le fun. On a un peu la même façon de travailler aussi, fait que c'est vraiment le fun. Puis toi, c'est un petit peu différent aussi, je pense. Ouais, mais moi, j'ai un bac en histoire. Parce que moi je m'enlignais vraiment pour enseigner au cégep. Là, dans ma tête, c'était clair que c'était ça. Puis après ça, j'ai fait un certificat en enseignement collégial à l'Université Laval. Puis là, après ça, j'ai comme été en période, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Puis là, j'ai eu une opportunité d'aller à la maîtrise en développement régional à l'UQAR. Fait que c'est là que j'ai vraiment touché au développement régional, puis j'ai commencé à développer cet intérêt-là, cette passion-là. Puis tout de suite après, il y a eu une petite occasion d'affaires que j'ai pu être agent de développement... ça s'appelait agent de développement économique pour une municipalité en Matanie, Saint-René-de-Matane. J'ai fait ça pendant quelques mois, puis après ça, le poste s'est ouvert au CLD. Fait que je m'enlignais pas pour être dans le domaine du développement. Moi, c'était assez clair dans ma tête que je m'en allais enseigner. Puis finalement, ça a bifurqué. Puis c'est correct. Là. Puis vraiment, cette expérience-là m'a vraiment amené à dire « Ouais, je suis bien là-dedans. » Quand j'ai vu l'offre d'emploi
au CLD de Matapédia, j'ai dit, c'est clair que je m'en vais là. Ouais. Puis en plus, je retombais dans mes racines. Ouais, ça, dans tes racines. J'en revenais dans mon milieu, ça me faisait plaisir. Fait que, Super. Est-ce que c'était clair pour vous deux que vous alliez revenir dans votre région puis faire carrière dans votre région? Peut-être pas dans les premières années, parce que moi, je suis parti presque 10 ans à Rimouski, là, puis tu sais, je me sentais bien intégré à Rimouski. Mais à un certain moment, à un moment donné, on s'était dit avec ma conjointe, si jamais il y a une opportunité, parce que nos familles étaient encore ici, on s'était dit que c'était peut-être une opportunité. Mais tu sais, on n'avait pas de plan à se dire il faut absolument se trouver un emploi dans Matapédia. Il fallait que l'emploi cadre. Mm-hmm. Puis cet emploi-là m'intéressait. Puis là, ma conjointe, elle enseigne au cégep d'Amqui, au CEMEC. Puis elle a réussi à se trouver une charge aussi. Puis là, maintenant, elle est professeure titulaire. Fait que ça a été une belle... tout a bien tombé, là. Tout a bien tombé, mais c'était pas nécessairement quelque chose qui était... qui était canné d'avance. Non. Mais on y était pareil. S'il y avait des opportunités, on en regardait. Fait que là, celle-là était trop belle. Je pouvais pas la passer. Puis pour ma part, moi, j'avais pas totalement fini mon bac quand je suis revenue. Puis j'étais en voyage, fait que, tu sais, j'étais comme un peu... Je me disais, j'aimerais ça faire 2 ans d'événementiel en ville, tu sais, Montréal, tout ça. Puis j'ai eu l'opportunité d'emploi, j'étais en voyage. Puis j'ai dit, bah, pourquoi pas, on verra qu'est-ce qui arrive. Tu sais, j'étais encore en train de faire mon bac, fait que j'ai postulé, j'ai eu l'offre. Je pense que je vais la compter. L'anecdote. En fait, j'étais en voyage en Australie, puis j'ai envoyé mon CV, puis tu sais, j'avais comme, au moins 8 heures de décalage. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup de décalage. Puis j'ai passé en entrevue téléphonique. Moi, il était comme 5 heures du matin. Puis après ça, j'ai passé en entrevue Skype. À l'époque, là, un recul de 10 ans, c'était... Skype, là, 10 ans, avec du décalage. L'Internet assez vite. Entre la réponse de Jesse, puis entre la question et la réponse, il y avait un décalage d'une seconde et demie, là, tu sais. Ouais, c'était... Puis, tu sais, j'étais dans une vanne de des amis allemands, au milieu, genre, du bush australien à Young. En tout cas, bref. Puis, tu sais, pas habillée pour faire une entrevue, là, on s'entend, là. J'avais des vêtements de voyage, ça faisait 4 mois que je portais même. Fait que, c'est ça. Puis, je suis rentrée, en fait, comme stagiaire, premièrement, parce qu'il y avait quelqu'un qui était parti, mais quelqu'un aussi qui était en congé de maternité. Fait qu'il avait remplacé le poste de la personne qui était partie. Ils ont dit, ben, on va te laisser une chance. Tu sais, on pensait pas remplacer la personne en congé de maternité. Fait que je suis rentrée, puis après ça, la personne a décidé de pas de revenir. Fait que finalement, j'ai comme pris son poste par défaut, puis comme tout a découlé. Fait que j'ai pas fait les 2 ans en événementiel que je m'étais dit que peut-être je voulais faire, mais je voulais revenir dans la région parce que moi aussi, ma famille était ici. Mes amis étaient ici aussi, donc... Puis moi, c'est tout l'environnement de la nature et tout, là. Fait que je me voyais pas vivre en ville longtemps, mettons. Ouais. Fait que... J'ai fait quelques années en ville, puis ouais. c'est pas moi, on en vient, ouais. Puis en fait, aussi, ce que... Ouais, j'ai perdu ma question. T'as d'autres choses à dire? J'ai toujours quelque chose à dire. J'écoutais, puis là, j'ai comme bifurqué quand tu me parlais. Puis, vous avez mentionné un petit peu qu'est-ce qui vous avait amené à venir travailler au Centre local de développement, puis en tout cas, qui est aujourd'hui intégré à la MRC. Dans le poste pour lequel vous aviez postulé quand vous êtes rentré, qu'est-ce qui vous a allumé là-dedans? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Ben, et là, puis si jamais cette personne-là écoute le podcast, ça va être le fun, elle va être heureuse. Mais quand j'ai travaillé à la Matanie, j'avais rencontré Denise Jalbert, qui était agente de développement rural. Puis Denise, là, c'était une boule d'énergie, puis c'était une passionnée. Puis je regardais son énergie, puis comment elle travaillait avec le milieu, puis je trouvais ça tellement inspirant, puis tellement le fun. Fait que moi, c'est ça qui m'inspirait. Quand le poste est ouvert, j'ai dit, hey, je vais faire quelque chose qui ressemble comme à Denise. Puis je trouvais que j'avais un petit peu cette drive-là aussi, cette énergie-là, puis je voulais contribuer à ma région. Puis je trouvais un poste de développement rural, d'accompagner les gens. On va vous en parler tantôt un petit peu là, de ce qu'on fait, là, mais d'accompagner les organismes, les municipalités, les gens dans leurs projets pour développer la région. Je trouvais ça tellement inspirant. Je trouvais ça tellement une belle... tu sais, je ne veux pas dire que c'est une vocation, mais une belle façon de contribuer à l'enrichissement d'un milieu, là, tu sais, d'avoir les 2 mains dedans et de travailler avec les gens pour les aider à se développer. Je trouvais ça stimulant. Fait que Denise... elle le sait, j'y ai déjà dit, mais je le répète en podcast, elle a eu un impact assez important dans ma décision d'appliquer sur ce poste-là puis d'en faire un élément central de ma carrière, jusqu'à maintenant. Là.
Puis en fait, ça ressemble à quoi les projets que vous faites? C'est ça qui parce que tu sais, c'est un peu flou des fois, puis c'est comme... Bon, est-ce que vous vous aidez pour justement un événement ou c'est plus ça va dans tous les sens. Qu'est-ce que ça mange en hiver, là, un conseiller en développement local territorial? Là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On touche à tout. J'aime ça dire que on est spécialiste en rien, mais on excelle dans presque tout. On est bon dans tout. Puis c'est pas pour me lancer des fleurs, là, mais on a vraiment des compétences très variées, élaborées dans plein d'affaires. Fait que tu sais, ça peut être autant d'aider une organisation à naître, par exemple, à une création d'OSBL, par exemple. Fait que ça, on peut aider toutes les étapes d'avant, toute la paperasse. Fait que ça peut être ça. Après ça peut être accompagner les comités de développement. Les comités de développement, je vais faire une petite mise en contexte. On a 18 municipalités dans la MRC. On a 18 comités de développement. Okay. On a un comité de développement par municipalité. C'est un peu le bras droit de la municipalité, finalement, en termes de développement socio-communautaire et économique, parfois. Fait que dans le fond, comme ces comités-là, on est vraiment à côté, on est vraiment avec eux. Fait que de toute la réflexion du développement, de sonder le milieu, de reprendre les données, de faire des plans d'action, de faire des planifs stratégiques, d'aller chercher les subventions, de mettre ça dans un calendrier, un échéancier, de faire de la reddition de comptes. Tu sais, c'est très large, mais c'est tout l'accompagnement. Puis il faut dire qu'on travaille à 95% avec des bénévoles. Ouais. Des gens qui ont un intérêt, qui ont une volonté, mais qui n'ont pas nécessairement toutes les connaissances. Fait qu'on est vraiment là en soutien. On peut parfois aider pour de la rédaction. C'est vraiment tout. On s'adapte. Ouais, la réalité, c'est qu'on s'adapte aux besoins qui nous est exprimés. Puis généralement, les gens viennent souvent vers nous parce qu'ils savent qu'on gère des enveloppes financières aussi. Fait que les gens, là, des fois, ils viennent nous voir parce qu'ils ont une idée de projet, puis ils ne savent pas comment le financer, puis... Mais ça va plus loin que ça. Là. Comme Jessie le dit, des fois, on va arriver, on va dire, ben attends, on va regarder, mais qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux monter ton projet? C'est pas juste de donner des sous. On est là en accompagnement à toutes les étapes en tant que tel. Puis ça va aussi jusqu'à arriver puis dire, admettons, ben voulez-vous qu'on vous aide dans votre planification? Voulez-vous... Puis, quand Jessie disait qu'on avait une équipe pluridisciplinaire, c'est parce que, tu sais, au niveau du service de développement, il y a 12 employés, là, outre moi. Là. Okay. Fait qu'on touche... Il y a Jessie, puis il y a 2 autres de ses collègues qui font un accompagnement territorial avec les municipalités, avec les organismes du territoire. Puis on a aussi des ressources qui accompagnent directement les entreprises. Okay. Donc, les entreprises sur leurs besoins en tant que tels. Jessie, Michel, puis Pascal qui travaillent avec le milieu, des fois même, ils travaillent avec les conseillères aux entreprises quand c'est des dossiers qui ont aussi un impact sur le territoire. Okay. Oui, parce que c'est ça, dans le fond, le développement des entreprises puis le développement territorial, c'est pas la même affaire. C'est ensemble, ça se recoupe un peu, mais on a des ressources spécialisées qui font les deux. Fait que j'aime beaucoup dire que les conseillères locales et territoriales, c'est comme des spécialistes en animation du milieu, en mobilisation du milieu, tout ça. Les conseillères au développement des affaires, ils sont plus là pour les données financières, etc., etc. Puis on a aussi des conseillers qui sont... comme on dit, qui sont thématiques là, ou spécialistes là, en tourisme, en culture, en agroalimentaire, en recrutement, en attractivité. Fait que, on a une équipe vraiment, vraiment très diversifiée là, par rapport à ça. Là. Puis on va être apporté aussi à travailler parfois sur des dossiers que, par exemple, ma collègue Angélie au tourisme avec moi pour un dossier XYZ. Puis à un moment donné, on a moins besoin de mon expertise. Je vais me reculer du dossier. Angélie va le porter. Puis tu sais, fait que c'est très évolutif en fait. Ouais. Puis il y a une habitude de collégialité, là, de partage des dossiers, de travail d'équipe, de consulter sur toutes sortes de choses parce qu'il il peut toujours avoir quelqu'un dans l'équipe qui a un petit quelque chose à apporter pour vous aider à mieux accompagner ou à mieux supporter. Juste nos bureaux, physiquement parlant, aussi, on est tout à air ouverte. Fait qu'on est super au courant là, de la plupart des dossiers. Puis c'est ça, je pense qu'on a une facilité à travailler tous ensemble aussi. On connaît les forces de chacun. Puis on a la chance d'avoir quand même une très grande stabilité dans l'équipe. Fait que je pense que ça favorise tout ça, là. Le sentiment de partage, puis pas dire c'est mon projet ou c'est mon entreprise. Non, c'est comme on va mettre tout le monde qui peut apporter quelque chose à ce projet-là, à cette entreprise-là. Oui, parce que dans le fond, j'imagine qu'à un certain point, quand tu vois que
le projet, c'est comme, mais là, je pense que c'est moi dans mes cordes, tu peux le remettre à quelqu'un, dire, veux-tu participer au projet? Puis il y a des promoteurs, des fois, qui viennent nous rencontrer, puis ils rencontrent une première ressource, puis après ça, on dit, attends, il faut aussi que tu rencontres telle ressource, puis telle ressource. Parce qu'à l'interne, il y a des expertises qui ont été développées, puis c'est comme ça qu'on le travaille. On n'est pas... c'est pas mon dossier, moi, je ne partage pas. Dans le fond, on a une belle collégialité là-dedans. Puis c'est surtout aussi, au cours des dernières années, mais on a ajouté des volets aussi. Là. Si on repart quand Jesse a commencé, il y a certains mandats qu'on faisait moins systématiquement ou qu'on n'avait pas de ressources. L'attractivité, c'est quelque chose qui s'est développé dans les dernières années. On a une ressource qui est en attractivité, qui est la doyenne de notre équipe, mais qui a fait d'autres mandats préalablement. Recrutement et rétention, c'est des nouveaux mandats. Là, on vient d'ajouter le mandat en développement social. Fait que ça s'insère dans nos tâches où est-ce que, à une certaine époque, Jesse peut-être travaillait sur des dossiers qui touchaient le développement social parce qu'on n'avait pas de ressources. Là, on a une nouvelle ressource. Fait que Jesse va continuer à y toucher, mais l'autre ressource va venir amener sa propre contribution, puis elle va pouvoir venir un petit peu plus loin au niveau de l'intervention. Le travail que vous faites va souvent suivre des gros dossiers d'actualité et des éléments chauds pour le milieu, pour les communautés locales. Tu mentionnais attractivité. Je sais que vous avez aussi des chantiers au niveau du logement, au niveau de l'accueil des personnes immigrantes, au niveau du transport. C'est vraiment... Vous êtes vraiment connecté sur ce qui constitue des enjeux pour la population et pour les différents intervenants. Puis on travaille à la MRC. Fait que les enjeux sur lesquels le milieu municipal est interpellé, c'est sûr que la MRC, il faut la voir comme une grosse boîte de services pour les municipalités. Puis c'est sûr que des fois, les gens, ils ne comprennent pas tous les mandats qu'on fait au niveau de la MRC. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on offre des services pour que les municipalités n'aient pas à engager chacun une ressource dans chacune des 18 municipalités. Les municipalités, ils n'ont pas tous les moyens financiers pour pouvoir avoir des grosses équipes de travail. Fait qu'on se donne ces services-là collectivement. Puis, on le travaille. Là, on vous a dit qu'on travaillait beaucoup avec les promoteurs, les organisations, mais il y a aussi, comme Pascal le dit, sur des enjeux territoriaux, où est-ce que le milieu municipal doit se positionner. Puis, généralement, on est des collaborateurs. Dans certains cas, on va être des porteurs, où on va être des leaders dans les dossiers, mais dans d'autres cas, on va être interpellé pour être des partenaires, des collaborateurs, puis ça nous fait plaisir de le faire, puis d'amener notre eau au moulin là-dedans. C'est la beauté, je pense, de ce que vous offrez comme service au service de développement. Une municipalité, un organisme, un individu qui a une idée de projet quelconque va contacter quelqu'un au service de développement, puis il va se faire aider, référer, soutenir, financer, selon ses besoins, selon ses attentes, selon la nature de son initiative. Puis, je veux dire, peu importe ce que le milieu peut chercher, il y a des bonnes chances qu'il le trouve au service de développement ou qu'il se fasse renvoyer vers où aller le chercher. C'est sûr qu'il y a des éléments sur lesquels on peut pas investir. T'sais, nos politiques sont faites qu'il y a certaines choses que financièrement, on ne peut pas appuyer. Fait, c'est sûr que des fois, des gens nous appellent en espérant avoir accès à du financement. Des fois, on n'a pas le choix de leur dire, dans le cadre de nos politiques, on ne peut pas financer. Mais on peut t'accompagner, puis on peut essayer de voir s'il n'y a pas d'autres programmes qui sont disponibles. Parce qu'on les connaît, les programmes. Parce qu'on les connaît, parce que ça fait des années qu'on les travaille. Jesse l'a mentionné aussi, on a une belle stabilité au niveau de notre équipe de travail. Fait qu'on a des gens que ça fait 10-15 ans qui sont dans le milieu du développement. Fait qu'ils les saisissent bien, là, les programmes, depuis des années qui sont en place. As-tu un exemple un peu de qu'est-ce que vous ne pouvez pas vraiment aller financer? Dans le fond, au niveau de la subvention, par exemple, tout ce qui est commerce de détail, normalement, on ne peut pas y aller. Non, c'est sûr. Ou en restauration, là, tu sais, mettons, quelqu'un qui voudrait une subvention pour faire une expansion de son restaurant, généralement, sauf si c'est un service de proximité dans un village puis qu'il n'y en a plus, là, il peut avoir une certaine ouverture, mais il y a certains domaines ou certains services que au niveau de la Matapédia, il y a déjà une saturation, il y a déjà beaucoup de services dans ce niveau-là, fait qu'on n'ira pas nécessairement donner une subvention à un autre organisme similaire qui fait le même genre de mandat. Ça. On n'ira pas subventionner une deuxième télévision communautaire, exemple. Là. Je donne ça comme exemple, mais vous voyez un petit peu, là, c'est pas ça l'idée d'arriver puis de créer une fausse compétition dans le milieu. Fait que on est là comme un exemple. Mais tu sais, souvent, je dis, si votre projet est réfléchi, qui répond à un besoin, il y en a des sous. Si c'est pas chez nous, il y en aura ailleurs. Puis rendu là, tu sais, en répondant à un besoin, il y a de l'argumentaire qui sort, puis c'est facile de le vendre.
Après ça, c'est sûr que, tu sais, je mets tout le temps l'exemple un peu extrême parce que là, ici, on est dans des projets de retransformation d'église, par exemple, en disant, ben si vous avez un projet, on va en trouver des sous, c'est pas ça le problème, mais c'est sûr que si vous faites un bar de danseurs, ben peut-être que là, ça va être plus difficile, mais tu sais, normalement, c'est pas quelque chose qui est... 2,81 des ménages à Saint-Tarsius exactement. Mais non, ça va être plus dur à financer, mais tu sais, c'est ça. Normalement, c'est pas... tu sais, on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais si ça répond à un besoin, normalement, après ça... C'est intéressant ce que tu dis, Jesse. Mais, j'ai un regard un peu particulier sur le service de développement. Là, vous êtes les premiers qui passaient au podcast. Moi, j'étais un ancien du service de développement. J'étais conseiller en développement culturel. Conflit d'intérêt. Puis, encore mieux, j'ai été un bénéficiaire des services en développement économique en tant qu'ex-entrepreneur. Puis, tu parles d'évaluation des besoins, de bien argumenter les projets. Moi, je trouve que c'est quelque chose de fondamental dans ce que vous faites. C'est-à-dire que, comme vous voyez, puis toute l'équipe de développement, comme tout le monde est au courant de plein de projets, puis a vu plein d'affaires qui marchent pas, mais vous êtes en mesure, dans l'accompagnement que vous offrez, de lever des petits drapeaux et de dire ça. Est-ce que vous avez bien pensé à ça? Est-ce que vous avez réalisé telle affaire? Puis, quand on a monté notre entreprise, moi et ma conjointe à l'époque, la conseillère qui nous accompagnait, elle nous en a pointé des affaires pour dire ça, oubliez pas ça, puis ci, puis ça. Ça aide beaucoup à solidifier les projets. Puis je pense que c'est extrêmement... Ça donne une très grande valeur pour le milieu, cette offre-là. T'sais, ça peut donner l'impression des fois qu'on va, comme tu dis, qu'on va pointer des choses. Mais dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est que le promoteur, que ce soit un promoteur économique ou un promoteur dans le milieu, que il ne se fasse pas squeezer dans un angle. Non, là, nous autres, on est là, on est des conseillers. Fait qu'on est là pour conseiller puis vous dire, cette voie-là, vous devriez la prendre de cette façon-là, telle affaire. Faites attention à ça, un petit peu comme Pascal l'a dit, pour pas que la personne... C'est pas dans l'intérêt du service de développement d'arriver puis de dire, admettons, à l'entrepreneur, de ne pas lui dire certains éléments qui pourraient être dangereux, puis que finalement, après 2 ans, il soit obligé de mettre la clé dans la porte. Fait que, nous autres, ce qu'on veut, c'est de partir du bon pied, lui donner tous les conseils possibles, puis l'aider à s'orienter. Puis, comme Jesse l'a dit un petit peu tantôt, notre vision, c'est de dire, si vous avez un bon projet, venez nous en parler, on va regarder avec vous. Faites pas le contraire. Venez pas nous voir pour dire, j'ai besoin, mettons, d'argent pour un projet. Venez nous parler de votre projet. Puis on verra après ça si c'est le financement. C'est ça. Parce que notre aide peut être beaucoup plus que le financement. Puis c'est ça, des fois, il y a des gens qui pensent à venir vers nous plus parce qu'on a des enveloppes financières. Puis on en a. Puis venez nous voir. Puis si ça peut cadrer, on va vous soutenir. Mais c'est parce qu'on peut travailler beaucoup en amont aussi avec vous. C'est ça. C'est ça, un projet bien préparé est vraiment plus rentable à long terme mais ça, c'est sûr. Que de commencer, puis là, tu te mets à jongler avec des imprévus, que tu fais comme j'avais pas pensé à ça. Les ressources, en fait, en plus, j'imagine qu'il y a des services qui sont gratuits et des services qui sont moins. Nous, les services sont complètement gratuits. Sont complètement gratuits. Au niveau du développement. Au niveau de ça, déjà là, quelqu'un qui te conseille dans un projet, ça n'a pas de prix. Là, juste ça, c'est... Ça aussi, ça... On n'a pas la vérité absolue. Non, c'est sauf qu'on a l'expérience, on a une équipe... en même temps, je veux dire, je vais te donner des conseils, je vais te donner la vision que moi j'en ai. Après ça, tu fais ce que tu veux. Je veux dire, ça t'appartient. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. On se substitue pas non plus aux professionnels qui existent, là. Donc, on connaît jusqu'où on peut aller. Sur certains éléments, on va conseiller peut-être à l'organisme ou à l'entreprise, faire affaire avec une firme professionnelle pour cet élément-là, parce que nous... On ne peut pas aller plus loin dans notre expertise. Là. Fait qu'on n'est pas là pour faire tout non plus, mais on est là pour les outiller, les accompagner, puis après ça, de leur faire les meilleures recommandations possibles. Puis après ça, c'est leur décision qu'ils prennent. Là. Mais oui. Puis c'est quoi que vous trouvez le plus difficile dans votre job? J'imagine que c'est un peu de péter la bulle des gens un peu. Je trouve que c'est comme... Moi, un des beaux côtés, je retourne la question de l'heure. Un des beaux côtés, c'est de travailler. C'est de travailler avec les humains. Les humains, là, sérieusement, tous les humains ont vraiment un potentiel incroyable. Puis j'ai vraiment la chance dans mes communautés d'avoir rencontré vraiment des merveilleuses personnes qui veulent level up leur communauté. Puis ça, c'est vraiment motivant. Puis autant que c'est un peu comme le revers de la médaille, travailler avec des humains, c'est pas comme travailler avec des chiffres. Fait que 1 + 1 = pas 2.
Ouais. Puis, ben des fois, si tu tombes dans des situations où est-ce que, tu sais, moi, j'ai perdu une directrice générale d'une communauté, d'une de mes, comme, une des premières fois, là, à Saint-Vianney, il y a quelques années, puis, tu sais, c'est des humains, ils sont pas éternels, fait que ça vient aussi de secouer parce que c'est des gens que tu travailles au quotidien avec eux. Il y a des... Puis, tu deviens des confidents un peu, fait que c'est un peu, tu sais, ça peut te... C'est émotif. Oui, c'est émotif. Tu sais, autant que c'est merveilleux, mais autant que des fois, ça peut te rentrer dedans, puis t'es pas totalement tout le temps préparé. Fait que c'est comme un peu le... En tout cas, moi, c'est ce que je trouve des fois le plus difficile. Il est arrivé des situations où est-ce que des fois, je débarquais dans le bureau à Stéphane, j'étais comme, OK, ça, je suis pas capable de le garder avec moi. Fait que, genre, j'ai besoin de t'en parler, puis est-ce qu'on va plus loin dans des situations qui sont pas évidentes pour ces gens-là? Des fois oui, des fois non. Mais, tu sais, en même temps, c'est merveilleux de travailler avec des humains qui sont motivés. Puis la plupart de nos communautés, ces gens-là tu t'impliques bénévolement. Fait que, tu sais, c'est ça. T'as le goût, t'as du gosse. Fait que ça, c'est vraiment challengeant. Quand on parlait que, tu sais, on a une stabilité au niveau de l'équipe, ben Jessie, ça fait 10 ans qu'elle travaille avec les mêmes communautés. Fait qu'elle elle développe des liens avec ces gens-là, puis ces gens-là vont venir se confier. Tu sais, des fois... on ne devient pas un rôle de... on n'est pas des travailleurs sociaux. Là. C'est sûr que non, là, on va pas là. Mais des fois, les gens vont assez loin dans se révéler personnellement, puis ce qu'ils vivent aussi, puis les frustrations que ça peut amener aussi de travailler au sein d'un conseil municipal, au sein d'un comité de développement, avec les gens qui évoluent, puis avec les gens qui ont certaines visions différentes. Fait que c'est sûr qu'on développe ces liens-là, puis... tu sais, c'est tous des passionnés. Là. Tu sais, au niveau du développement, là, toute mon équipe de travail... Ils donnent leur cœur sur la main pour aider les entreprises et les organismes. Fait que c'est sûr que quand il y a des coups durs, quand il y a des fermetures d'organismes, quand il y a des fermetures d'entreprises, ça vient nous chercher parce que ça rentre directement dans le contraire de ce qu'on veut faire. T'sais, on veut aider à la prospérité de notre Matapédia et tout ça. Fait que ça, c'est un élément. Puis, tu sais, dans le milieu municipal puis tout ça, c'est sûr que des fois aussi, puis comme Jessie dit, quand on travaille avec des gens, c'est sûr qu'à un moment donné, on a l'impression ça arrive des fois qu'on lève des flags, puis que des fois, le milieu n'est pas prêt. Même si on sait que c'est un besoin qui est important. Puis, tu sais, je vais donner un exemple, tu sais, une église, par exemple. Tu sais, des fois, on va arriver, puis... Parce que moi, à Saint-Arcius, j'ai travaillé à Saint-Arcius. Puis la question de l'église, on en discutait en 2008-2009. Là, tu sais, on est en 2023. Mais des fois, le milieu n'est pas prêt. Puis, tu sais, nous, notre rôle, on peut arriver puis lever un flag puis dire... Avez-vous pensé, qu'est-ce que vous allez faire avec votre église? Puis là, le milieu n'est pas prêt. Là, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, tout à coup, ça repointe. Êtes-vous prêt? Oui, mais... Puis là, des fois, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui veulent pas. Fait que c'est sûr que ça peut amener une certaine frustration de dire, ben, tu sais, on pense qu'on devrait aller de l'avant, mais finalement, faut que le milieu soit prêt. Puis des fois, les plus beaux projets... Ben, ça va faire 5, 10, 15 ans qu'on travaille sur ces dossiers-là. Ça n'a pas avancé pendant 14 ans. Puis la 15e année, tout à coup, ça a levé. Fait que là, on fait « Oh mon Dieu, OK. Ça a été long. » Des fois... comme Lac au Samon avec l'église, j'imagine. Je sais pas si vous autres, vous avez été impliqués là-dedans. Moi, j'étais impliqué dans le dossier de l'église, mais là, on parlait du couvent aussi. Là. Le couvent, ça faisait plusieurs années qu'il y avait une réflexion par rapport à ça. Puis il y a des membres du service de développement qui ont travaillé assez fort avec la municipalité, avec la congrégation, pour trouver des solutions. Puis c'était comme difficile parce que, oui, il y avait peut-être des gens qui avaient des intérêts, mais d'arriver et d'avoir le projet qui peut être vraiment gagnant. Puis là, vous voyez, là, il y a eu une très belle annonce. Fait que là, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça fait des années. Il y a des anciennes ressources du CLD ou de la MRC qui ont vu ça, qui ont dit, moi, là, j'ai travaillé sur ce dossier-là, puis enfin, ça lève. C'est vrai que ça peut être long. Il y a des projets qui peuvent être vraiment très longs. Tu te dis, ben, tu sais, ça accouchera, mais que ça soit prêt, mais c'est pas juste 9 mois. Là, c'est en termes d'années. Mais c'est ça. Je pense que, tu sais, il n'y a pas de petits pas, mais c'est ça. Des fois, le marathon se fait un petit peu moins vite que d'autres projets. Puis on saisit bien dans ce que vous dites, l'ampleur de votre mandat, de votre travail. Puis les défis que ça peut représenter, c'est quoi quelles qualités ça prend pour travailler au service de développement? Moi, une bonne capacité d'adaptation, là, ça, c'est assez important parce que Jessie peut en témoigner. Là. C'est varié, puis il n'y a pas une journée de travail qui se ressemble, dans le sens où est-ce que Jessie ne travaille pas sur 2 dossiers. Là.
Elle a comme une quarantaine de dossiers actifs ouverts. Fait que telle journée, elle va travailler sur un événementiel dans une municipalité. L'autre journée, elle va travailler sur le maintien d'un service de proximité dans une autre. Ça peut être assez varié, là. Fait que ça prend quelqu'un qui est à l'aise là-dedans puis qui aime profondément s'impliquer dans les dossiers aussi. Là, parce que des fois, il y a de l'implication dans les dossiers aussi. Là. Je pense qu'il faut un peu de créativité aussi, parce qu'on arrive parfois dans des situations où est-ce que la solution peut-être pas la plus populaire, mais du moins, c'est ça. Il faut user de créativité pour trouver des solutions hors du commun ou, même au niveau de l'argumentaire... Fait que la créativité, puis avoir des bonnes relations interpersonnelles. Ben oui. Fait que, tu sais, quand ça fait 10 ans que tu travailles avec les mêmes communautés, si j'étais en chicane avec tout le monde, je serais plus là, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, je pense, c'est de maintenir des bonnes relations interpersonnelles, autant avec nos communautés, mais autant avec les partenaires, tu sais. On travaille avec d'autres partenaires financiers, pour pas le nommer, par exemple, Desjardins. Tu sais, si j'étais en chicane avec Craig Dion, c'est ça, tu sais, ça irait moins bien quand on veut partager des dossiers ou qu'on a besoin de réponses sur certains questionnements ou peu importe. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'avoir de bonnes relations interpersonnelles avec l'équipe, les partenaires, les communautés. Oui, parce qu'avec des bonnes relations, quand c'est temps de se revirer de bord, dire, hey, t'as peu, il y a lui. Là, on a besoin de mobilisation. Ça ne dérange pas de parler parce que tu t'entends bien avec. Faut vous entendre bien avec tout le monde, t'as pas le choix. Exact. Exact. Puis, tu sais, même si tu t'entends moins bien, ben à un moment donné, il faut que tu fasses fi de ça, puis tu fais comme si. Ouais, c'est ça. Tu fais comme si. Tu fais comme si. non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, de toute façon, tu choisis un peu comment. Maintenant, on apprend aussi à savoir comment on pogne ces personnes-là pour. Oui. Tu sais, parce que faut être humain, faut savoir comment aller chercher le monde. Avec la capacité d'adaptation, là, c'est un très bon mix. Parce que ça apprend. Vous êtes quasiment à la limite un peu travailleur social, c'est bords. Là, je veux dire, parce que le monde qui arrive avec un projet, quand c'est temps de se dire ça c'est peut-être moins, ça peut-être plus, faut que tu le pognes du bon bord. Là, tu peux pas juste dire ça mécaniquement, comme non, ça non, ben oui, ça. Ben, sinon, tu vas décourager quelqu'un qui ne sera pas trop long. Oui, puis il y a toujours la technique du sandwich là, en communication. Bonne nouvelle, moins bonne nouvelle. Je veux dire, à la longue aussi, je pense qu'on se trouve des trucs pour être le plus conciliant puis gentil. Là, puis souvent, je pense qu'on est capable d'apporter des bonnes nouvelles, fait que ça, c'est le fun aussi. J'aimerais ça savoir, avez-vous un exemple de rapport, on a parlé du couvent, là, qui est un gros projet, mais avez-vous des petites victoires que vous êtes contents, des projets, je sais pas si vous pouvez me dropper une couple de projets. De vous, ou en tout cas de vous, ou du service. Ben, moi, personnellement, j'avais travaillé un petit peu sur l'accompagnement de la réutilisation de l'église de la Côte-Samon. Okay. Puis de voir ce que c'est aujourd'hui, je suis particulièrement fier. C'est beaucoup Karine Dosti, je la salue, qui était DG à cette époque-là là, à la Côte-Samon, qui avait travaillé beaucoup fort sur le dossier avec les élus. Mais c'est ça, c'est que le milieu était prêt. La municipalité avait rencontré les gens de la fabrique. Le milieu était prêt. Puis avec là, ça a coulé. Puis il y a eu du travail qui a été fait au niveau des recherches au niveau de l'aide financière. C'est un beau projet aujourd'hui. Je pense que c'est un projet qui fait figure d'exemple pour les municipalités qui disent si jamais j'ai à faire un projet similaire, mais la particularité à la Côte-Samon, c'est qu'il y avait un enjeu de besoin aussi d'une salle. Oui. Puis dans certaines municipalités, c'est ça. Là. On a des églises, mais ils ont déjà des belles salles aussi. Oui, parce que pour avoir passé mon adolescence là, la salle des loisirs était vue là. Oui, c'est ça. On a gagné des choix métal et on voyait le plancher faire ça. On était comme ouh, ça va ça. Il y avait déjà une réflexion par rapport à ça. Puis le milieu était prêt. Fait que, ça, c'est un projet que je trouve qui est vraiment bien. Le projet aussi de la passerelle à cause apicale sur lequel Michel, notre collègue, a travaillé, puis qui a eu une belle mobilisation avec la ruche. Ils ont réussi à aller chercher des gros montants. Moi, je trouve que c'est un bel exemple de projet de mobilisation du milieu. Là. Puis, tu sais, ces victoires-là, c'est... puis en plus, ils sont très visibles. Tu sais, oui, c'est ça. Parce qu'on accompagne des projets des fois que... qu'on voit moins. Qui ont moins de visibilité que cette infrastructure-là. Mais tu sais, un autre bon coup de dernièrement, la Via Ferrata. Ceci, ça a été un gros... la MRC, le service de développement, puis même d'autres services ont été impliqués dans ce projet-là.
un beau projet de communauté avec le maire de Saint-Alexandre, Nelson. Fait que, non, ça, c'est... Moi, j'ai pas travaillé personnellement dessus, là, mais mes collègues ont fait un gros boom. Toutes les centièmes, les 125e des municipalités. Moi, j'avais accompagné la Comqui il y a 2 ans pour leur... T'avais été photographe à l'époque. Et lors de l'événement même, j'étais pas là. Puis on a vécu des situations, c'est à l'époque aussi du Me Too, là, puis Phil Bond, c'était notre tête d'affiche. On a dû, une semaine avant l'événement, il est sorti de sa vie publique, on a dû remplacer. Fait que c'est là que tous les contacts, tous les collègues ont été là, mais ça a été un franc succès, je pense, sur la Comqui. Puis, après ça, on surfe pour refaire des événements récurrents. Puis, dans mes premières années, j'avais accompagné à l'époque aussi. C'était José Sirois puis Chantal Damour qui avaient starté la parade de Noël. Qu'on a eu cette semaine. Qu'on a eu, c'est ça, la semaine passée, qui a changé de main maintenant, c'est la Maison des familles. Puis, bon, il y a eu des in and out, là, c'était devenu aux 2 ans. Mais la première année, j'avais fait vraiment de l'accompagnement serré avec eux. On avait sorti tous les outils, communiqués de presse, conférences de presse, tous leurs plans de commandite, tout ça. Puis après ça, la deuxième année, je les ai à peine accompagnés, ils étaient super autonomes. Fait que pour moi, ça, c'est des réussites. Quand je suis capable de rendre ces gens-là autonomes, j'ai fait ma job. Fait que ça, c'est vraiment génial. Puis même des fois, des centenaires, ça apporte des événements récurrents. En fait, parce que je pense que c'est un peu comme ça qu'est né, mettons, la fête des guitares, par exemple, avec la course à mort. Oui, c'est ça. Tu sais, mais ça. Oui, je vais pas lancer les choses. Je pense que t'as raison. Mais tu sais, des fois, ça peut créer quoi. Comme à la Concours, ils ont essayé cette année de refaire des choses. Oui, il y a une petite... Je suis pas au courant du succès de l'événement, mais... ils ont fait une soirée. Fait que je pense que c'est quelque chose qui veut leur revenir. Puis, tu sais, je reviens à un autre projet. On sait que le centre communautaire de Sébec là, est parti en flammes. Puis j'ai une collègue qui va travailler sur le besoin du milieu pour voir la reconstruction. Puis, fait que ça va être quelque chose qu'on va voir aboutir dans 2 ans peut-être, mais il va y avoir tout un travail en amont par ma collègue Pascal. Peut-être qu'à la refaire, tu réponds aux besoins du milieu, c'est ça, exactement. Puis tu t'assures que c'est pas quand tout est fini, que tu fermes la porte, tu dis, hey, on aurait donc dû mettre des douches, hein? On essaie de le valider avant. Puis c'est des exemples de beaux grands projets collectifs que vous citez, mais les services offerts peuvent aussi viser un travailleur autonome. Un individu, quelqu'un qui arrive tout seul avec un petit projet vraiment de toute petite envergure qui va être soutenu, accompagné en cours de route. Tout comme il y a des gros projets d'expansion d'entreprise, il y a des projets de la passerelle à la cause abscale, c'est un bel exemple de très gros projets avec des montages financiers, puis un argumentaire des demandes de financement d'épais. Fait que c'est du plus petit au plus grand projet que vous allez accompagner. Puis, le projet de modernisation de la coop forestière à Sainte-Florence, c'est un projet près de 20 millions de dollars. Là. C'était des gros projets. On a participé. Fait que c'est ça, on joue dans l'ensemble des sphères. Aider à partir une nouvelle entreprise qui répond à un besoin, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ça, c'est un élément de la job qui est le fun aussi. Là. On aime ça faire des expansions, mais démarrer des nouvelles entreprises qui viennent répondre à un besoin, ça vient au cœur peut-être un peu là, de notre travail aussi, là, d'aider à vitaliser ou à développer le milieu. Là. Fait que on est tout le temps bien, comment je dirais, bien enjoué quand on voit qu'il y a un nouveau promoteur qui veut partir une nouvelle entreprise puis que ça répond à un besoin. Là, c'est bien le fun. Oui, parce que tu sais, on parlait d'attractivité, excusez-moi, dans tantôt, puis ça rejoint tout un peu, parce que justement, mettons, le logement, s'il n'y en a pas, l'attractivité, ça sert à rien. Si, tu sais, fait que si les familles viennent ici, ben là, c'est parce qu'ils veulent aussi pouvoir faire, mettons, justement, des familles, histoire des familles, il faut que tu aies des services pour les familles. Fait que tu sais, c'est tout un tout, c'est ça. Fait que c'est tout un tout de... Tout est dans tout. Mais oui. Puis c'est là que ces gros enjeux-là, des gens qui viennent de l'extérieur, admettons, qui viennent du milieu urbain, ils n'ont peut-être pas toute la conscience du territoire puis de sa grandeur du territoire, puis il n'y a pas nécessairement un service de transport avec l'autobus qui passe aux 5 minutes. C'est pas comme ça dans Matapédia. C'est quelqu'un qui vient de Québec ou de Montréal. Il est où le métro? Ouais. Il est loin. Il est loin un petit peu. Ouais. Fait qu'il y a tout ça à prendre en compte. Il est en face du Maxi. Oui, c'est ça. L'autre type de métro. mais c'est vrai que ça fait partie des éléments. Là. Si on veut
être un territoire attractif, ben, il y a des éléments externes sur lesquels on doit aussi se questionner comme territoire, puis voir de quelle façon on peut mettre ça facilitant pour les gens qui arrivent. Avec l'enjeu du logement, on est en train de travailler au niveau de la MRC sur le portrait pour regarder comme il faut, c'est quoi le besoin vraiment réel en termes de logement. On sait qu'il y a des difficultés au niveau du logement dans Matapédia, mais ça prend quelle ampleur? C'est ça qu'on est en train de regarder. Il y a un comité qui s'est formé au niveau du conseil de la MRC pour regarder comme il faut qu'est-ce que le milieu municipal peut faire à ce niveau-là. On a tenu une première rencontre en septembre avec les conseils municipaux pour leur donner un petit peu d'informations sur les outils qui sont déjà en place. Au niveau de la réglementation municipale, il y a déjà des choses que les municipalités peuvent faire. Là, c'est à voir, est-ce qu'ils veulent faire certaines de ces... parce que, oui, la réglementation est là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont l'intérêt de vouloir la mettre en place aussi, ces réglementations-là. Là. Mais c'est ça qu'on est en train de regarder pour essayer de rendre ça plus facile pour les nouvelles familles qui s'en viennent et qui ont besoin d'avoir un logement. Dans les dernières années, là, juste au niveau des travailleurs temporaires étrangers, ça a augmenté de façon importante dans le Matapédia. C'était quelque chose qu'on n'avait pas. Si on avait un plan il y a 10 ans, on n'entrevoyait pas ça. On n'entrevoyait pas que ça prenne cette proportion-là. Puis avec la COVID, ça a eu cet impact-là aussi. Il y a des gens qui sont revenus un petit peu. On a fait mentir des statistiques. Tout le monde nous disait qu'on allait plonger au niveau de la population, mais depuis 2 ans et demi, on remonte tranquillement. Là. Est-ce que la tendance est encore là, mettons, post-COVID? Est-ce que c'est dur à quantifier là? C'est ça qu'on a hâte de voir pour les prochaines. Parce que là, dans les 2 dernières années, on a eu une recrudescence. On devait s'approcher de plus en plus de 17 000, puis là, on est en train de se rapprocher du 18 000. Fait que là, on attend de voir, mais c'est le fun de faire mentir les projections négatives. C'est bien le fun. Je pense que ça conclut bien cet épisode. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Oui, merci. Vous avez été nos cobayes. Très bons cobayes. Puis c'est ça, vous êtes les premiers. Il y aura d'autres collègues dans la MRC qui vont venir nous jaser ça dans les prochaines fois, dans les prochains épisodes. Puis j'ai une tonne de pression qui s'en va dessus mes épaules. Tranquillement, comme on close ça, je suis le gros nerf là, pour mon premier podcast. Mais ça a bien été. Je pense que ça a été bon. Mais je pense que le message, là, si on a un message à passer pour la fin, c'est que si on des projets, les gens, les organismes, pas hésiter. Là. Venez nous rencontrer, on est parlable, puis on coûte rien. On coûte rien aux gens. Non, on n'a pas de frais. Les gens pourraient peut-être dire « Moi, j'irai pas parce que ça va-tu me coûter des frais? » Non, on est là, on va vous accueillir, puis on va vous orienter vers les meilleures ressources. Si nous autres, on ne peut pas le faire, mais dans certains cas, il y a un bout qu'on peut déjà faire avec eux. Fait que, organismes, entrepreneurs, individus. Ah oui. Toute l'équipe. On est large. Bon. Et je vais refaire mon close. Merci beaucoup. Une chance que tu es là. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Carl. Merci, Carl.